Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, parce que c'est moi qui fais parler mon patron. Je vais vous expliquer ça, je savais que ça te ferait rigoler. On va parler d'un auteur qui n'est pas très connu, de littérature belge, mais je crois pas seulement. On va parler du roman Les Plumes du Coq, de Conrad Deutré, ben voilà, moi je le prononce mal, avec Clément Dessy qui a fait la postface de cette édition. Ça te va? Oui. Ouais. Évidemment, je t'ai trollé parce que c'est comme ça, Clément. Donc Clément Dessy, tu es chercheur qualifié au FNRS et tu es mon patron de postdoc. En fait, tu es ce qu'on appelle un promoteur. J'ai eu beaucoup de chance parce que franchement, tu es le promoteur dont je pouvais rêver, je n'osais même pas en rêver. Et donc, tu es devenu un ami depuis. Et ça, c'est le contexte général. Oui, j'ai tout simplement de la chance de t'avoir comme ami maintenant. Et ça fait plus. On est quand même en train de tourner à Paris. Et en plus, régulièrement, tu me fais lire de la littérature, pas toujours belge, mais souvent belge. Oui, c'est vrai. Je t'avais déjà remercié parce que tu m'as fait lire Djerk et de Maud Joiré. Oui. Grâce à toi, j'ai aussi lu, j'en ai aussi parlé sur la chaîne de La Femme de Gilles. Ah oui. Que j'ai adoré. Et là, c'est une nouvelle lecture, belge aussi, mais tu ne pas que du belge, Les Plumes du Coq. Oui. Avant de passer dans le roman, c'est quoi être chercheur qualifié? C'est quoi être chercheur qualifié sur comment ça se passe? Non, c'est quoi qu'est-ce comme que ça statut et puis après, Ah c'est... oui, je crois qu'on peut dire que ça correspond à un statut de chercheur comme les chercheurs au CNRS, mais simplement c'est le mandat correspondant à FNRS. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a gardé en Belgique toute une série d'appellations qui semblent parfois un peu datées. Les doctorants qui ont une bourse chez eux, on les appelle pas des allocataires, mais des aspirants. C'est très militaire. Moi, j'aime beaucoup les aspirants. Après, il y a les chargés de recherche. C'est parce que tu retiens ton souffle, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Où tu aspires, tu rêves, tu vois. Et puis, il y a le statut de chercheur qualifié qui est en fait un mandat définitif. Où donc normalement tu es engagé pour faire de la recherche à vie, mais la situation fait qu'on donne beaucoup cours aussi en Belgique et on a un peu plus de flexibilité peut-être que les enseignants-chercheurs contractuels classiques. Ouais. Donc voilà. Parce que le système avec les maîtres de conférences n'existe pas tellement en Belgique, il y a différents degrés avant d'avoir des postes fixes, c'est ça? Ouais, il y a chargé de cours, on est engagé sur base d'une chaire en général, on ouvre une chaire, donc ça c'est peut-être comme en France, mais après on change rarement d'institution une fois qu'on a été nommé chargé de cours. On va monter en grade pour devenir professeur ordinaire, etc., mais on reste dans la même institution. Ouais. Et ça, c'est des éléments, on en parle très vite là, mais c'est quand même hyper important parce que moi, par exemple, le postdoc que j'ai, le mandat de 3 ans que j'ai au FNRS, ça n'existe pas vraiment en France. Donc, ça veut dire que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus de CDI en France qu'en Belgique, mais quand en fait il y a moins de CDI ou qu'on va vers de la recherche pure, etc., on se retrouve comme ça à jouer comme sur plusieurs pays, ce qui est une chance hyper rare. Là, moi, je sais que dans les gens qui regardent, il peut y avoir des gens, et tu sais, on est regardé par les cagneux aussi. Donc là, ça leur dit qu'il y a une vie après le concours de Normal Sup, qu'on peut faire autre chose, qu'il y a d'autres pays. Enfin, c'est des gens qui ont besoin de ça. D'accord. Et puis je trouve que c'est vraiment important de se rappeler, tu vois, que la recherche, la littérature, c'est des métiers. C'est des métiers du livre, des métiers de la recherche, et quand j'ai l'occasion, moi, je fais parler. Super. Et en plus, toi, tu es spécialiste, en fait, pas du tout de Conrad Deutré ou même de littérature spécifiquement belge, tu es spécialiste des littératures fin de siècle et des nabis. Oui, alors en fait, c'est vrai que, étant donné que paradoxalement, les conditions sont toujours plus dorées en Belgique, mais on n'est pas très nombreux. Donc, si on prend la Belgique francophone, c'est 5 millions d'habitants. Si on est, on étire au maximum, donc c'est pas mal. On dirait plutôt 4,5 millions, je pense. Il y a 3 universités complètes où on enseigne la littérature du début, la littérature française, donc pour des gens de langue maternelle française. Eh bien, si on compte les 19e pour le moment, il y en a, on va dire 3 plus 1, donc 3 en poste sur toutes les universités, et un qui est en communication, qui est Pascal Durand, mais qui n'est pas, qui enseigne aussi, il y a des gens qui étudient la littérature, mais voilà, donc on est globalement assez peu nombreux, donc on a nos missions qui sont très élargies. Et donc c'est vrai que j'enseigne aussi la littérature belge, parce que j'ai travaillé sur la littérature belge fin de siècle. Mais ma thèse au départ c'était la littérature fin de siècle française et ses liens avec les peintres nabis. Donc j'ai commencé par la littérature française, puis je suis revenu vers la Belgique pour étudier les liens avec l'Angleterre. Et puis tout ça c'est un peu... j'ai créé beaucoup de jardins annexes à cette recherche, dont Conrad Deutré en fait, qui lui n'est pas du tout de cette période-là, effectivement. Mais alors qu'est-ce qui t'a amené à lui ?
Alors là, c'est une histoire assez intéressante parce que toi, justement, je reviens de la librairie Les mots à la bouche maintenant et c'est marrant que tu me poses des questions parce que c'était pas du tout planifié, mais j'ai l'habitude parce que à Bruxelles, il a existé à un moment une librairie LGBTQIA, qu'à ce moment-là, on n'appelait pas comme ça, je sais plus comment elle s'appelait cette librairie, mais la librairie Les mots à la bouche, ça reste un centre assez important et donc moi depuis que je viens à Paris, j'ai toujours eu à cœur d'y aller. Au début c'était toujours un petit peu stressant d'aller là quand on se connaît pas bien et puis là maintenant j'y vais assez régulièrement parce que je trouve que c'est un endroit où on découvre beaucoup de lectures, de contre-culture, etc. Et comme en Belgique, les gens qui étudient la littérature connaissent les formats de poche d'une collection qui s'appelle Espace Nord. Donc la collection Espace Nord, c'est un peu la collection patrimoniale de littérature belge. Et je me souviens quand on était aux études, on rêvait tous d'avoir toute la collection parce que c'est pas nos Pléiades, j'exagère, hein, évidemment c'est loin de là, mais il y avait un côté avoir les classiques belges chez soi. Mais peut-être comme les poésies NRF. C'est un peu ça. Parce que je vois des gens qui collectionnent vraiment les poésies NRF. Alors, ils vont peut-être pas dire collectionner parce que ça. Oui, voilà, mais d'avoir en tout cas l'arrangé et ça fait effet esthétique dans la bibliothèque. Et ma mère avait écrivain de toujours comme ça. Ah oui. Alors, les écrivains de toujours et puis des revues de poésie aussi. Ok. Voilà. Et donc, je vais à la librairie et en regardant les rayonnages, je regardais les livres qui ne sont pas forcément nouveaux, mais ils ont énormément de choses. Ça a toujours été l'avantage, je trouve, de cette librairie, c'est qu'ils avaient beaucoup de textes anciens aussi à proposer à la lecture. Je vois un volume d'Espace Nord. Alors j'aurais probablement dû le connaître, j'étais en fin d'études, mais je ne connaissais pas, et donc je me rends compte que c'était le premier prix Renaudot belge, je me rends compte que c'était un itinéraire particulier, et donc c'était L'herbe à brûler, donc je l'ai acheté paradoxalement à Paris, en ayant identifié tout de suite qu'il devait s'agir d'un auteur belge, en me disant, la littérature belge parfois ça me semblait plomb-plomb à ce moment-là, et là je me dis, oh, il y a du belge au mot à la bouche, ça doit être un peu intéressant. Mais c'est génial comment cette librairie centralise en étant à la marge, quelque chose qui est à la marge au niveau de la francophonie, mais qui revient au centre en passant par l'espace parisien. Tout à fait. Il y a eu quelque chose dans mon histoire, c'est pour ça que je trouve intéressant de raconter, c'est que je ne l'aurais peut-être pas découvert aussi vite, j'aurais sûrement découvert, mais je n'aurais pas découvert aussi vite si je n'étais pas passé par les mots à la bouche. Alors que tu vois, je vais plus souvent chez des bouquinistes en Belgique que je ne vais à la librairie du Centre Wallonie-Bruxelles, ce qui n'est pas logique, tu vois. Mais bon, voilà. Tu étais en vitrine pourtant. Je les ai remerciés. J'y suis allée, on va les saluer, mais je pense que je vais mettre les mots à la bouche. La librairie du Centre Wallonie-Bruxelles en description. Et puis avec en plus, alors c'est vrai quand chez les bouquinistes en Belgique, en plus les bouquinistes sont moins chers en Belgique, enfin à Bruxelles en tout cas qu'à Paris. Mais je vais toujours voir les étagères littérature belge, quoi, tu vois, pour les repérer. Comme j'essaie un petit peu en Suisse, mais c'est dur, quoi. Surtout dans le centre, chez Pêle-Mêle, dans le centre de Bruxelles, sur le boulevard Anspach, il y a 2 grandes étagères de littérature belge. Et là, c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Je me suis constitué une bibliothèque avec des études fondamentales qui coûtent 4 €, 5 €. Bon, finalement, c'est les étagères qui ont coûté l'appartement, pas les livres. Voilà. J'adore. Et alors, tu rentres avec ton livre, et là, tu le lis, et ça te plaît, alors. Oui, voilà. Et donc j'ai commencé à m'intéresser de plus près à son œuvre. J'ai commencé aussi, en fait j'ai lu tout ce qu'il avait écrit. Et puis je me suis rendu compte aussi que quelques années auparavant, c'était une question de calendrier, ses archives avaient été léguées aux AML. Aux archives et musées de la littérature. Oui. Donc c'était une ancienne collaboratrice aussi des éditions Calman Lévy qui avait récupéré en fait tout son fonds qu'elle avait chez elle et qu'elle l'a mis en dépôt aux archives et musées de la littérature qui sont un peu le correspondant, on pourrait dire, de la bibliothèque d'Ousset en Belgique, qui rassemble vraiment tout ce qui est en littérature belge. Et il y avait là des manuscrits, des inédits, parce qu'il classait extrêmement bien les choses. Donc progressivement, je me suis dit, je vais m'y mettre. Voilà. Et là, alors peut-être qu'il est temps de le présenter lui. Mm-hmm. Alors, on peut déjà le montrer comme ça, et en plus ça va nous faire une miniature, tu vois. Ouais. Parce que donc, là, on est vraiment sur
j'ai envie de dire, un écrivain belge typique dans le fait qu'il a complètement quitté la Belgique et qu'elle est là quand même. Alors, et que comment et que la Belgique est quand même là. Ah oui, alors oui, c'est vrai que ce sont des années un peu on a parlé, la Belgique a des moments dans son histoire où en tout cas certains écrivains ou écrivaines ont tendance à effacer leurs origines parce que finalement ils se vivent moins étrangers à Paris que provinciaux et que c'est toujours plus sexy peut-être de venir de Londres et d'être bien étranger que de venir de Bruxelles où on a l'impression que c'est le débarquement des Pecnos. Ouais. Et donc il y a ce côté qu'ont eu ce rapport difficile d'amour-haine, de marginalisation et de volonté de centralité qui a fait que certains écrivains pouvaient soit effacer complètement les traces de leurs origines, des lieux en cherchant à s'universaliser, et d'autres cherchaient aussi au contraire à défendre qu'ils venaient d'un endroit et que cet endroit comptait comme n'importe quel autre. Et finalement, Conrad Dautrey, il est un peu dans des années où il fait un peu les deux, parce que c'est quelqu'un d'intéressant à plein d'égards. Il a une biographie complètement folle. Je sais pas si moi j'ai lu la peine de... si, je crois. Alors moi j'ai découvert grâce à toi. Tu as fait cette édition qui est super bien fichue et qui en plus est pas chère puisqu'elle coûte 9 €. Évidemment, je vais glisser les références en bas avec une postface limpide. Hyper bien, des repères biographiques, de la biblio, enfin tout en dossier qui est bien et dans une édition qui donne en plus pas l'impression d'être scolaire. Et donc on est chez Espace Nord, quoi. Je veux dire, le vrai rêve c'est d'être dans la bibliothèque et pas d'avoir la bibliothèque. Voilà. Alors il est sorti avec 2 autres volumes. Ouais. Et qui sont, en fait, à chaque fois, il y a son visage est différent parce qu'en fait, c'est la directrice des AML qui a suggéré les couvertures. Ils avaient dans les archives je sais pas comment on dit, un photomaton, quoi. Ouais. Trois photos qui succédaient. Et une fois, il regarde le ciel comme ça, il regarde en l'air avec la clope, une fois, il regarde en bas, et là, il regarde, je sais pas si c'est la version où il regarde plus en l'air, ou... Et donc, c'est assez intéressant. Il est plutôt mignon, hein. Ah oui, écoute, voilà, c'est ces jeunes années là, mais il était mignon aussi après, hein, mais il a commencé à écrire relativement tard, et là, je pense que c'est juste un peu les années où il commence à écrire. Voilà. Alors, il est né en Belgique dans les années 30. Oui. Allez, je te laisse le faire ou je commence par les étapes. Je vais essayer de faire court parce qu'autrement c'est ennuyeux et puis d'aller vite, ça fait se rendre compte aussi parfois des clashs dans cet itinéraire. Donc c'est quelqu'un qui a été éduqué dans une famille catholique, son père est boucher, sa mère elle l'aide beaucoup dans la boucherie et il vient du pays de Liège. Et il décide, pour une raison, un moment, qu'il veut faire la prêtrise. Donc il s'inscrit pour devenir prêtre, d'abord au séminaire, et puis va quitter le séminaire pour s'inscrire en théologie à l'université de Louvain, puisqu'on peut encore étudier ça, Louvain étant une université catholique. Se retrouvant à Louvain, il rencontre toute une mission qui avait été créée par le Vatican, en tout cas instituée, où ce sont des prêtres d'Amérique du Sud qui viennent au collège Louvain pour aussi créer des contacts avec l'Europe. Et là, il rencontre donc plein de Brésiliens. Et il rencontre aussi, il fait un peu connaissance aussi avec les difficultés de ce qu'on appelait à ce moment-là le tiers-monde. Et commençant déjà à sentir son itinéraire tourner, il se dit non, en fait, je ne vais pas faire théologie, je vais partir. Il part au Brésil, il va d'abord aller là-bas comme missionnaire, le but c'est de fonder des syndicats qui seraient rivaux des syndicats communistes. Ça nous rappelle que ça existe, les chrétiens de gauche. Oui, oui, parce que c'est quelqu'un qui était très influencé par Emmanuel Mounier, par toutes des lectures. À ce moment-là, on parle du courant personnaliste, qui essaie de contrebalancer aussi l'influence des communistes. Donc il y a vraiment une volonté de toucher un public de gauche, mais par le biais chrétien. Et donc il va là-bas, il va travailler aussi dans un peu de la construction. Il ne reste pas longtemps à Volta Redonda, il va aller à Rio, il va enseigner le français, devenir prof, parce qu'il avait commencé une licence de lettres, ce qu'on pourrait appeler comme ça, en Belgique, où il enseigne Sartre, il enseigne les écrivains de la négritude, donc un enseignement relativement moderne pour ce moment-là, parce qu'on est dans les années 60 quand même, dans un pays qui est sur le point de passer dans la dictature, parce que l'armée prend le pouvoir. Et à ce moment-là, donc au milieu des années 60, en parlant vite, je n'ose pas dire une date pour faux, mais je dirais 65, mais voilà. Et donc il va passer à ce moment-là une forme de clandestinité, parce qu'étant proche des milieux de gauche catholique, il se rapproche avec la radicalisation du milieu des mouvements marxistes, sans qu'on puisse dire qu'ils soient nécessairement marxistes ou pas, c'est pas l'objet. Il y a des liens, quoi. Il y a des liens.
Et donc il va participer aussi à des dissidences et à des mouvements contre le régime. Tout ça va aboutir qu'à un moment, il est rattrapé par la police et il est expulsé du pays après des jours un peu violents, de torture, qui ont été parfois relativisés par certains milieux diplomatiques, mais lui a très mal vécu en tout cas ce moment. Il est expulsé, repart vers la Belgique. Il y a plusieurs voyages, mais je simplifie un peu l'itinéraire. Après cela, il décide d'entamer une carrière d'écrivain tout en étant journaliste. Il va aller enseigner en Algérie, il va aller devenir correspondant au moment de la Révolution des œillets à Lisbonne, au Portugal. Après, il va publier ses romans, va obtenir le Renaudot pour l'herbe à brûler en 1900. Maintenant, je commence à 78. Mais ah oui, pardon. J'allais le dire à la belge. Tu te mets dis-le à la belge. Voilà, 1978. Et puis, il voilà, c'est ça. Et il vient s'installer à Paris à partir de ce moment-là, il quitte Bruxelles. Et il va être notamment chroniqueur pour le magazine littéraire. Si on reprend le magazine littéraire de ces années-là, il est dans tous les numéros. Il publie un tire-larigot. Il vit en fait de son écriture jusqu'à ce que Mitterrand arrive au pouvoir et le fasse nommer comme attaché culturel à l'ambassade du Nicaragua, où il va partir et donc naturalisé français pour pouvoir partir, ce qui lui sera reproché par certains Belges étriqués. Et puis, il va donc rester là-bas jusqu'à attendre une possible aussi nomination pour le même type de poste à Manille, aux Philippines. Mais entre-temps, il apprend qu'il est malade, parce qu'au Brésil, oui, il s'est découvert, comme il dit, s'est découvert sensuellement. Son homosexualité a pris une importance dans sa vie, puisque à Paris, il a aussi participé à des mouvements de libération sexuelle. Il était proche de la revue Masque, notamment. Il attrape le sida, parce que voilà, il vit probablement pas à ce moment-là non plus dans les mêmes prudences que ce qui a suivi. Et puis c'était pas possible quand on ne sait pas. Voilà, c'était vraiment le tout début. On est à ce moment-là en 1984. Il meurt en quelques mois, en 1985, après avoir regagné Paris et avoir essayé d'achever en toute urgence un de ses derniers romans. Donc voilà, un itinéraire assez particulier. On passe de la prêtrise au marxisme, à l'homosexualité, au sida. Donc c'est un itinéraire c'est un peu du Renan en plus rock'n'roll quand même. Voilà, c'est ça. Mais donc l'intérêt de raconter tout ça, évidemment, c'est que beaucoup de ce parcours se retrouve dans son œuvre, en fait. L'œuvre est très marquée par son itinéraire. Et qui accompagne le siècle en décalage, en étant en plein dedans, enfin, mais quelle vie, quoi, déjà. Tout à fait. Moi, c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est qu'en fait, ce parcours, et qu'il utilise pour faire une œuvre littéraire, est aussi un parcours qui, évidemment, n'est pas du tout représentatif de ce que vivent les Belges à ce moment-là, en particulier Bruxelles, qu'il a détesté, je pense, pendant son séjour, déjà parce qu'il n'y trouvait rien à mettre sous sa dent, je crois qu'il trouvait... Quand il draguait, il trouvait rien bon. Enfin, okay. Ça, c'est une légende racontée par mais il faut raconter aussi les légendes. Voilà. Mais il y a aussi le fait qu'il trouvait Bruxelles une ville assez bourgeoise. Je pense que dans ces années-là, il avait tout à fait raison. Le Bruxelles a énormément changé. Et c'était une ville sans doute trop ennuyeuse pour lui. Et il était donc pas représentatif mais il était représentatif de certaines aspirations en fait, d'une jeunesse qui commençait à craquer de partout. Il a quand même aussi vécu les événements de mai 68 sans y participer nécessairement le plus activement. C'est quand même, il était il a fait partie de ces mouvements-là. Il avait 31 ans pour le coup. Enfin, oui, voilà, il était rentré je pense que j'ai plus les dates très exactes. C'est 37, mais c'est parce que j'ai sous les yeux. Non, mais oui, bien sûr, mais je veux dire, comme il avait ses voyages encore au Brésil, je pense qu'à ce moment-là, il était rentré en France. Il a assisté aux événements. Puis, façon, il n'a pas véritablement joué un rôle actif, mais il y a participé, il était dans cette jeunesse. Et puis il y a l'événement du mois, mais en fait c'est une période, 68. Il y a vraiment le mois, mais c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus global que les seules barricades. Les barricades sont hyper importantes, évidemment. Oui, bien sûr. Oui, non, en tout cas, ça a été un événement assez marquant pour lui. Aussi marquant dans la mesure où on parle de barricades. C'est un élément que je n'ai pas abordé dans sa bio, mais qui vaut le coup d'être dit pour cette proximité aussi avec les mouvements dissidents. C'est qu'il y a eu ce qu'on a appelé la barricade des éditeurs. Et donc, la barricade des éditeurs, c'est quand donc un des derniers éléments de censure éditoriale au XXe siècle, Conrad de Trait a rencontré Carlos Marigela,
qui est en fait, on pourrait dire, au Brésil, le Che Guevara du Brésil, et qui a écrit des textes sur la guérilla urbaine, en gros, comment est-ce qu'on fait pour déstabiliser un régime dictatorial, quel type d'attentat doit-on faire, comment est-ce qu'on doit préparer une arme, etc. Il écrit des textes comme ça que Conrad de Trey a traduit. Ouais, okay, qui ont été après. Non, mais ça positionne. Voilà, ça positionne. Alors, et ces textes ont été publiés. Ça veut dire qu'il était très fort en langue. Ah, oui, voilà, il avait appris effectivement le portugais et il a publié ce livre chez Le Seuil. Et le livre a été interdit parce qu'à ce moment-là, la France essayait de se rapprocher au point de vue économique avec le Brésil. Le livre a été interdit et réédité par une vingtaine d'éditeurs français. Il y a eu une protestation générale devant ce mouvement de censure et ça a été la barricade des éditeurs qui ont réédité collectivement ce livre à enseignes multiples pour contourner la censure. Voilà, donc donc il a obtenu ce succès de scandale, et donc ça c'est la fin des années 60 aussi. Hein. Donc on est vraiment dans cet univers un peu, cette ambiance, je veux dire, un peu électrique et révolutionnaire aussi. Ouais. Et j'ai envie de dire qu'on le sent déjà dans Les Plumes du Coq. Mm-hmm. Alors c'est pas son premier roman. Alors je crois que c'est son deuxième roman, oui. Mais que c'est le deuxième de cette espèce de trilogie de romans autobiographiques. L'adjectif que je vois revenir tout le temps, c'est halluciné. Oui. Et ça marche assez bien. Et là, on est en pleine Belgique, quoi. Oui, alors ça, c'est le paradoxe, c'est qu'effectivement, on commence les romans de Conrad de Trey avec Ludo, d'abord, qui parle de l'enfance, dans un village pluvieux, vraisemblablement durant la Seconde Guerre mondiale, mais on ne sait pas très bien situé. C'est une écriture un peu dite de réalisme magique, où on ne se situe pas forcément très facilement, influencé aussi par le surréalisme. Et puis, progressivement, dans ces romans, il va évoluer vers une facture narrative de plus en plus claire, un peu moins poétique, donc plus décodable, j'ai envie de dire. Les Plumes du Coq sont encore dans un stade intermédiaire. On voit très bien la trame narrative, mais il y a des épisodes un peu hallucinés. Et là, on est par contre dans un pensionnat. Un pensionnat à la limite entre la Flandre et la Wallonie. Plutôt la Flandre, on suppose que c'est... il invente en fait. Hein. Normalement, il est allé à Saint-Tron. Ouais, c'est Saint-Troudon, je crois. Saint-Troudon, donc il change en fait le nom en Belgique, c'est Saint-Tron, mais en néerlandais c'est Sint-Truiden, donc il a un peu adapté, mais c'est un syncrétisme linguistique, voilà, quoi. Une sorte de mélange, donc on peut dire que c'est entre les deux. Et en fait, oui, c'est ça. Et alors, c'est seulement après qu'il va venir à parler du Brésil. Mais en réalité, quand on connaît un peu les archives, les manuscrits, là, moi, je sais pas. On sait que dès les années 60, il a commencé à écrire un roman, notamment sur son éveil, son éducation probablement sentimentale aussi au Brésil, et que ce roman a été soumis au Seuil. Il était notamment soumis à Claude Durand, qui a traduit Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Ouais. Et donc il avait ses entrées forcément au Seuil, puisqu'il y avait aussi cet épisode des traductions mais ça ne va pas être accepté. Et en fait, il va envoyer, si je me souviens bien de ce que j'ai vu des archives du Seuil à l'IMEC, mais là, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'il y a 5 refus quand même au Seuil. Et c'est finalement un autre roman, voilà, Saint-Trudon. Saint-Trudon, ça m'était aussi, je ne savais plus exactement. Il va se retrouver à publier un roman qui va parler plutôt, non pas du Brésil, mais de la Belgique, de l'enfance et pas de l'âge adolescent. Et donc, voilà, il change un peu de son fusil d'épaule. Il essaye, en fait, je pense, de faire ce que Pierre Mertens, qui est un autre écrivain belge, qui a aussi obtenu pas mal de prix en France, notamment pour les éblouissements, les bons offices. Il essaye d'écrire un roman sur l'enfance. C'est quelque chose qui est assez présent dans ces années-là, et pour essayer que ça marche. Mais il va être édité plutôt chez Kalman Levy. Après avoir reçu des commentaires de Paul Tchaikovsky-Lorenz, il a essayé toutes les portes. Hein. Vraiment, il a frappé partout, sauf à Gallimard, j'ai l'impression. Et dans les lettres que j'avais repérées, il n'y avait pas... C'est intéressant qu'il n'y ait pas Gallimard. Ouais. Qui viendra plus tard. Il publiera son dernier roman là-bas, à cause justement du fait qu'il voulait partir de Kalman Levy. Il a tout fait pour y publier, pour moi, son deuxième gros roman, un de ses meilleurs, La ceinture de feu chez Gallimard.
Ah ben moi, je vais continuer parce que ça m'a beaucoup plu, mais là c'est le premier que j'ai lu. J'ai lu entre hier soir et ce matin. Non mais c'est vrai, moi je donne des conditions. Tu lis vite, hein. Non, je lis vite, mais j'ai eu du mal à le décrocher parce que ça marchait très très bien, quoi. C'est un roman qui est très très agréable à lire, mais qui est pas ultra lisible non plus. C'est-à-dire, tu m'avais dit que c'était pas facile à lire. Je le nuance tel que je l'ai ressenti. Moi j'ai trouvé que c'était que la syntaxe par exemple est facile. Oui. Par rapport à... Tu vois, t'as pas les lisibles que tu peux avoir chez Wittig dans certains textes, ou c'est pas en poulet. Non. Mais en revanche, ce qui est référencé n'est pas, n'est pas forcément clair. Et c'est là où tu as le côté halluciné du texte. Alors donc ça se passe dans un... Je vais quand même le resituer un peu, dans un pensionnat de garçons, qui est en fait un mélange entre un pensionnat, un genre de collège privé, quoi. Et le séminaire qu'il a connu après en étant jeune adulte. Sauf que là, on est quand même plutôt sur des pré-ado-ado, quoi. On n'a quand même pas beaucoup de repères fortement chronologiques, mais on a une très forte impression d'y être. C'est extrêmement visuel et sensoriel, d'ailleurs, pas seulement visuel. Et on a... c'est complètement immédiat stress. De toute façon, je vais pas lire le début ou je vais le lire pour toi, tu t'en doutes. Mais voilà, il arrive dans cette espèce de collège et pas grand chose est expliqué, mais on va le comprendre au fur et à mesure, mais ça va donner cette impression d'hallucination, et avec un motif qui revient beaucoup, qui est celui qui donne son titre au livre, le coq et les plumes du coq, mais ça on y reviendra peut-être un peu plus tard. Est-ce que là ça paraît clair comme ça? Oui, tout à fait. C'est vrai que l'univers est très marqué par la sensorialité, on est très marqué par la pluie, la boue, les vêtements. Oui, c'est ça, il y a cette présence de la Belgique qui est là à travers, mais qui est un peu fantasmée. On a l'impression que. C'est une Belgique de caricature, quoi, à ce niveau-là. On est pris dans les déluges de boue, et quand il va avoir l'impression qu'il trébuche sur une pierre, il se rend compte qu'en fait il est en train de marcher sur la tête de son ami qui est pris dans la boue. Enfin, il y a des espèces d'images surréalistes comme ça qui sont très mais qui font un peu tranché, quoi, même. C'est l'imaginaire de champ de bataille à ce niveau-là. Oui, c'est presque, exactement. Oui. C'est vrai que c'est un univers presque de poilu. C'est de charnier, mais qui colle pas, comme si ça remontait, mais c'est pas non plus le récit, c'est juste l'ambiance. Oui, c'est une ambiance, de même que l'ambiance très intimidante au sein du collège, ce collège de Saint-Trudon, ou de ce rapport très, on en parlera sans doute, mais un peu homo-érotique avec l'époux. On parlait bien sûr, mais ça c'est... Avec majuscule. Donc il y a tous des univers très sensoriels comme ça qui sont très... Je nous lis le début par exemple, ou tu veux le lire? Comme tu préfères. Ah, mais moi je voulais te donner le choix. Bon. Alors, les plumes du coq. Et donc on a une épigraphe, c'est de Conrad de Tray. Une dédicace et une épigraphe à Fernande Schulman affectueusement. Je sais pas qui Fernande Schulman. Alors c'est une de ses proches aussi, une de ses amies qui l'a beaucoup aidé aussi à trouver un éditeur. Et voilà, on la retrouve beaucoup dans sa correspondance. Il n'y a pas un code, c'est une vraie dédicace, quoi. C'est une vraie dédicace, oui. Pour la dernière fois, avant de m'en aller et de tourner mes yeux vers l'avenir, dans ma solitude, j'élève les mains vers toi, à qui j'ai consacré des autels solennels au plus profond de mon cœur, que ta voix me rappelle à chaque instant. Ciseler ces mots flambois. Ô Dieu inconnu, je lui appartiens, je sens dans la lutte quel lien me tire vers le bas et me force à le servir, moi qui voudrais le fuir. Je veux te connaître, inconnu, toi qui fouilles les replis de mon âme, toi qui souffles comme une tempête, dans ma vie, toi l'insaisissable, l'âme sœur, je veux te connaître, je veux t'aimer. Nietzsche a 20 ans lorsqu'il quitta le gymnase luthérien de Pforta. Moi, ça m'a foutu en PLS. J'étais là, l'ambiance est posée. Oui. C'est quoi ce texte déjà, d'avoir choisi ça? Oui, il y a un rapport aussi lié forcément à ce rapport au religieux, mais aussi à ce recul, finalement, que Conrad de Tray a eu vis-à-vis de la religion, puisque c'est quand même quelqu'un qui a gardé le mysticisme du religieux, probablement, ce goût du mystique, mais qui a complètement rompu avec la croyance, avec le dogme, qu'il a été très près de... On peut lire ses journaux au Brésil, où
il parle même d'autres missionnaires qui sont partis, et il parle des doutes qu'ils ont aussi vis-à-vis de la foi. On voit clairement les moments où il perd la foi, et puis à la fin de sa vie, il dit clairement qu'il l'a perdu, la foi, il l'a plus du tout. Donc il y a cette influence nietzschéenne est évidemment là pour signaler aussi ce recul-là. Oui, puis avec un Dieu absent, quoi. Mais un Dieu qui est là, et en fait dont l'absence prend de la place. Oui, tout à fait. Oui, il y a toujours ce rapport dans son œuvre d'une certaine mystique. Il n'y a pas de renonciation finalement à l'instance, j'ai envie de dire, à l'idée d'une supériorité ou quelque chose, mais un renoncement en tout cas à l'institution cléricale. Ça, c'est sûr. Et donc ça lui permet de voir finalement la mystique partout. Voilà, et puis, de la subvertir. Et puis là, ça s'élève, même si j'ai dit Evel et ça s'élève, enfin j'ai fait plein de hiatus. Là, on voit, enfin pas de hiatus, même pas de lapsus, mais on sent que je suis un peu fatiguée. Et en fait, ça monte, Nietzsche, surprise, et hop, début du roman, donc là on a des séquences, il n'y a pas marqué chapitre, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. De ma vie, je n'ai avancé sur un sol aussi gras. Poum. Ah oui, on est ramené directement sur la terre, sur le concret, la matérialité. Ah oui. Alors, de ma vie, je n'ai avancé sur un sol aussi gras. De ma vie, je n'ai contemplé bâtisses plus massives, plus uniformément brunes. C'est au mur, pierres et briques confondues, la terre, cette terre lourde et molle, a dû les produire aussi naturellement que les plants de betteraves alentour et les marronniers qui marquent le tracé du chemin. L'argile est encore pétrie de la sueur des infatigables pieds de chair et de Trudon, des apôtres qui ont tiré de ces profondeurs, mêlées de calcaire, la maison où je vais à mon tour apprendre à transpirer pour le salut des planteurs de tubercules. Mon bagage pèse comme un tombereau. Mon pied se pose sur un carré de boue, je fais un faux pas. Une de mes galoches reste collée au sol. Ma cheville se met à enfler. Je suis seul, la chaussure dans une main, la poignée de ma valise dans l'autre, l'os et la chair du coup de pied traversés de picotements, seul au milieu de la cour d'honneur. La glaise, par bonheur, me permet de faire glisser mon bagage jusqu'au bas du perron, sur la première marche duquel je tombe à genoux. Excellente disposition, mon fils. J'adore. On fait quelques commentaires ? Oui, alors d'emblée, effectivement, il y a cette mise en contexte sur la matérialité. On a ce rapport déjà dont on a parlé, le rapport à la terre, mais aussi, il faut noter les plants de betterave. Alors, ça pourrait aussi parler à des Alsaciens, probablement, mais en Belgique aussi, donc la région en question, la région de SB, est un endroit d'abondante culture sucrière, et c'est aussi, ça participe à ce qu'on apprend dans les écoles. On va aller voir les plantations, on va aller voir les fabriques de sucre, et donc il y a déjà un contexte très scolaire à parler des betteraves, à parler de ces champs, etc. Et sans forcément dire où on est. Comme les planches dans les écoles, en fait, voilà. On va avoir le tubercule, la betterave, etc. Exactement. Les images des régions, enfin... Exactement, tout à fait. Mais tout ça semble ici mis dans un univers complètement fantasmé et pas du tout évidemment scolaire. Évidemment, tout reste assez, hyperbolique ici, son bagage qui pèse comme un tombereau, ce carré, la galoche qui reste au sol, on a vraiment l'impression qu'il est en pleine épreuve de Sisyphe pour arriver... C'est le zombie qui sort du cimetière. Oui, c'est Walking Dead, il avance, il a une chaussure dans une main, enfin on a l'impression qu'il vient de traverser la jungle en fait. La Belgique devient une contrée très aiguë, ou les tranchées de 14, on ne sait pas trop. Et finalement, il aboutit et par le simple fait de tomber, hop, on est rappelé à la situation, on est dans un lieu de structure hiérarchique et de structure hiérarchique religieuse, puisque excellente disposition mon fils, le fait qu'il tombe, il est à genoux, c'est évidemment la bonne disposition à avoir vis-à-vis de ces hommes d'église qui s'avéreront assez dominateurs au fil de... Alors qu'il est juste tombé. Alors qu'il est juste tombé, effectivement. Tout le roman est aussi souvent basé sur une série de malentendus. Le narrateur, et c'est assez marqué dans pas mal de... Dans les romans de Conrad de Très, souvent très naïf en fait. Beaucoup des choses qu'il fait, qu'il commet, sont faites involontairement, il ne comprend pas les situations, évidemment tout ça est à double lecture, effectivement, on sait très bien que l'auteur est tout à fait conscient, et jouer cette naïveté est une manière un peu de rejouer le Candide de Voltaire, ça c'est assez évident.
Ça me rappelle aussi des moments dans les Confessions de Rousseau où Rousseau essaie de faire croire qu'il a vraiment été naïf quand il s'est retrouvé en train de s'exhiber dans certains souterrains italiens aux jeunes filles qui passaient. Je te souviens de ce passage des Confessions qui avait été censuré. Pas exactement comme ça, c'est le... Et il te raconte que, genre, par hasard, il se retrouvait à poil dans l'endroit où passent les filles de ferme. Quoi, oui, c'est ça, oui. Donc c'est pas fait, les filles de ferme, c'est des bonnes. Alors que là, pour le coup, Rousseau est vraiment dans la perversité de on va se passer pour réellement innocent. Là, non, là, il y a un jeu avec le lecteur qui est. Il y a un jeu pour le lecteur qui est assez évident, en effet. Oui, je pense que ce rapport, déjà, ça nous rappelle aussi indirectement tout un rapport à la littérature régionaliste, mais qui ici est tout à fait transformé déjà dans un univers un peu surréaliste, et qui peut nous rappeler aussi à Garcia Marquez. Il y a dans Garcia Marquez, dans 100 ans de solitude, justement des scènes de déluge où la météo, le climat viennent complètement ensevelir les gens du village c'est Macondo. Et donc ça c'est des choses qui font partie en fait de ces grilles de lecture où il va à la fois puiser chez les Belges mais aussi en Amérique du Sud pour transformer son univers. Et puis là il sort d'un cliché qui est devenu une caricature, quoi. Oui, exactement. Oui. C'est ce qui, ou on pourrait même dire l'inverse, ce qui était une caricature est devenu une autre forme de cliché remanipulé et réesthétisé en fait. C'est ça aussi l'enjeu, c'est de remotiver esthétiquement un répertoire d'images. Ce qu'il va faire aussi avec la religion catholique, avec le christianisme dans ce roman. C'est remotiver des images communes avec des nouveaux sens et surtout des nouveaux sens dans les deux acceptions, le sens comme sensualité et le sens comme signification. Alors, c'est peut-être le moment de parler de mon époux. Ah oui, alors l'époux, oui, effectivement. Oui, parce c'est une phrase que je pensais jamais dire, ça, tu vois. Il arrive à la page suivante, quand il parle il vous dit, oui, voilà, ma valise dégouline debout, impossible de m'y asseoir, je pose sur le pavé, le genou de ma jambe valide m'exécute, mon époux, je vous prie. Mon époux, ça doit vouloir dire autre chose, enfin, je ne sais pas. Mon époux, je vous jure, ça me tracasse, je n'ai jamais pensé qu'un jour on m'en octroierait un d'office. Qu'une personne à ce point inattendue ferait irruption entre deux portes sur un morceau de carton rose et de là me pénétrerait le cerveau. Cet époux me trouble. J'ai envie de l'expulser de moi à coups de porte-plume, de le débusquer, de lui signifier, dictionnaire en main, qu'on l'a fourvoyé. Époux, il y a erreur sur la personne. Veuillez en admettre la preuve. J'ouvre le dictionnaire. Le dit époux s'agite à l'intérieur de moi. Nous lisons, ses yeux occupant les miens, se dit d'une personne unie à une autre par le mariage. L'homme est l'époux de la femme, la personne qu'il prend pour femme est l'épouse. Mon époux, je vous jure, j'ai 13 ans, mon époux, si je m'attendais à ce que vous m'habitiez le soir même de mon arrivée. Alors, l'idée, effectivement, c'est que cet époux, dont on va jamais lui donner un autre terme, est en fait la reprise d'une appellation théologique pour désigner le Christ. Bon, on connaît les épisodes aussi du mariage de Sainte Catherine, etc. Donc il y a ce rapport à l'époux, mais qui devient une terminologie un peu abstraite pour renvoyer au Christ et qui va être en permanence là dans le roman. Il va venir harceler le narrateur comme un être désirant, l'inverse. Au lieu d'être désiré, il est désirant. C'est lui qui veut qu'on qui veut qu'on le touche, qu'on vienne près de lui, qui se plaint. Et là, tu parlais tout à l'heure d'homoérotisme, bon là on est en plein dedans. Oui, c'est vraiment presque, c'est l'image, presque, on pourrait, si on reprend des images fin de siècle, de peau lactée et d'êtres très très fins, très éthérés, imberbes, etc. C'est avec de longs cheveux et à moitié nus, c'est mon époux. C'est l'époux qui va en permanence venir hanter comme ça les angoisses du narrateur. Mais qui arrive en plus avec cette espèce de statut matrimonial qui est normalement un statut théologique, quoi, qui est par exemple aussi celui des religieuses, en fait, qui ont, toi, t'as l'anneau, par exemple, quand tu entres dans les ordres, mais là, en fait, il y a plein de transgressions, on va dire, sociales et symboliques, ce sont des hommes. Oui, voilà. C'est même un garçon, il a 13 ans, le comportement des curés est quand même, lui aussi, quand même régulièrement transgressif. Oui, c'est ça. Il y a clairement des abus, des violences sexuelles qui sont commises par les curés. Alors,
il y a des violences qui sont commises contre les enfants. Les violences sexuelles sont souvent transposées métaphoriquement sur le poulailler, d'où les plumes du coq. Hein. Il y a une scène très difficile avec le supérieur qui va aller fourrager les orifices des poules jusqu'à l'orifice du coq qui va finalement lui lacérer la peau du visage et des muscles en vengeance. Donc là, on sent un épisode très, très dur et qui fait tout à fait allusion évidemment à des épisodes de violences sexuelles vécues dans des pensionnats. Mais en même temps, toute cette violence qui tendrait à montrer que le pensionnat est un lieu de répression de la sexualité est aussi un lieu d'éveil puisque le narrateur va en pincer pour un autre de ses amis, hein, notamment Marien. Et puis il y a cet époux qui, même s'il le rejette, est toujours là pour les moustiller d'une certaine façon. C'est un peu le contre-pied de... Oui, c'est une forme de démon, oui, c'est ça, forme d'incube. Oui. Le Christ devient le tentateur. Exactement, le Christ devient le tentateur, et donc c'est à la fois un lieu d'oppression, mais aussi un lieu d'éveil. Et ce qui rend, je trouve, le roman intéressant, parce que c'est pas juste une dénonciation, c'est une dénonciation des conditions de ces pensionnats, mais c'est aussi une sorte de métaphore de ce que ça peut provoquer chez des jeunes garçons, comme déstabilisation de la sexualité et de recomposition aussi de soi. Ça le place en fait entre Octave Mirbeau et Villette Leduc d'une certaine façon. Oui, c'est un peu ça. Oui, on est entre le Sébastien Roch et qui lui est une dénonciation directe et vraiment de cette violence crue et bon voilà et la question du mail, voilà. Tout à fait. Oui. Mais aussi un peu dans les désarrois de l'élève Terlès de Musil, oui. Du côté du harcèlement. Oui, tout à fait. Oui. Donc, tout est là, oui. Tant la violence que la séduction, tant l'érotisme que l'anti-érotisme, ça s'y retrouve de manière assez fantasmée. Oui. Et c'est fantasmé et c'est représenté de manière qui est donc très hallucinée, oui. Notamment par ces images du coq. Oui. Et des plumes qui reviennent tout le temps. Oui, alors le coq, évidemment, c'est une métaphore qui est un peu aussi un jeu, parce que ça va se référer à plein de choses. Il y a à la fois le coq comme symbole, bon, pour les Français, le coq gaulois, hein, c'est le coq... mais en Wallonie, il faut savoir que c'est devenu le symbole qui est devenu un peu le symbole de la région, comme une réponse au lion des Flandres. La francophonie en Belgique, c'est représenté par un coq qui n'est pas le même coq que le coq français, c'est celui qu'on appelle le coq hardy. Il a une patte dressée de fierté pour défendre sa culture. Et donc faire allusion au coq, c'est aussi faire allusion de manière humoristique, à ces espèces d'élans un peu régionalistes. Mais en même temps, le coq, ça peut aussi vouloir dire plein d'autres choses. C'est rapport à la ferme, c'est rapport à une forme de sexualité aussi. Ouais, donc toute la ruralité, la boue, voilà. Les planteurs de tubercules. Exactement, donc on début. est... Voilà. Et la virilité. Et la virilité, évidemment. Qui voilà, c'est ce symbole. D'ailleurs, le fameux épisode auquel je faisais allusion, hein, bon, les poules, elles réagissent plus ou moins, mais pas trop, mais le coq qui réagit par rapport à ce viol du supérieur devient extrêmement violent. Il y a là quelque chose de l'ordre de la violence. Le coq est présenté comme un animal violent. Mais c'est aussi un animal érotique, parce que les plumes du coq rappellent les cheveux de Marien. Exactement. Peut-être qu'on peut lire ce passage parce qu'il est beau oui. aussi. Alors, si tu te souviens, ouais, il est assez au début. Oui. Alors, mais il n'est pas très loin. Mais il est alors là, c'est honnêtement, quand je suis arrivée à ce passage, je me suis dit, oula, qu'est-ce que je lis. Alors déjà, je me dis, dis donc, il y a beaucoup de boue quand même. Hein. Et puis après, là, je me suis dit, ok, donc là, il faut, donc là, il joue au chouchou et donc il pisse dans les aquariums. Oui, ça, même chose, pisser dans les aquariums, on a tous l'image de Mannequin Peace, ça ne peut pas lui passer outre son imagination, donc il reprend des clichés qu'il réélabore. Et puis ce sont les clichés même des littératures de pensionnat, quoi. Oui. Et qui d'ailleurs reprennent aussi les clichés de littérature de pensionnat de filles, pas que de garçons, quoi. Oui, tout à fait. Donc là on a déjà toutes ces tâches qu'ils doivent faire. Là on est vraiment dans la ruralité. Les élèves ont le droit de choisir entre différentes besognes, celle qui fera croître en eux les fleurs de la componction théologique. On peut s'occuper de la taille des ailes des poules et des coqs de la basse-cour, de la décapitation, de l'ébouillantage et de la plumée des volatiles officiellement destinés au repas du dimanche. On peut laver les vitres et les pavés, désherber la cour d'honneur, sarcler le champ de betteraves attenant à la propriété. Une tâche ne requiert les services que d'un seul volontaire, le changement de l'eau dans les aquariums au milieu desquels le supérieur dort, prie et corrige les punitions écrites. Marien,
Maria en plus. Oui, hein, c'est Maria, c'est comme Marie, mais mis au masculin. Hein. Lucie, Lucien, Marie, Maria. C'est un redoublant devenu premier de classe. L'inversion permanente de tout. Et donc les signes qui se contredisent et qui en même temps font plutôt dans l'alliance des contraires. Il pourvoit depuis plus d'1 an, il joue au chouchou, raconte-t-on, mais à son corps défendant. Ça n'a aucun sens de jouer au chouchou à son corps défendant. Enfin, ou ça a des sens qui sont très tristes aussi. Hein, il paraît que pour se venger, il pisse dans les aquariums, alors qu'il est seul, donc on ne peut pas le savoir normalement. Et c'était là, on a tout un truc sur les boucles, le chasseur de poulettes et les... Alors là, il y en a des réminiscences coloniales avec les Turcos, les fils de Turcos, qui rappelle un au-delà. Le chasseur de poulettes est peut-être le fils d'un païen converti. Et on a aussi, plutôt à la fin du roman, des éléments... Alors moi, c'est des choses que je ne connaissais pas du tout de l'histoire belge à la question scolaire. Oui. Et au retour du roi après la guerre. Oui, alors oui, ça c'est un élément très très important dans le roman. C'est-à-dire que, étant donné que Conrad de Trait joue toujours sur cette alliance entre la mystique, la politique et la sensualité, qui sont un peu sa trinité à lui, dans ce roman-ci, on n'est pas au Brésil, il n'y a pas de mouvement marxiste. Comment faire advenir la politique? On va la faire advenir à travers un épisode de l'histoire belge récente qui transforme un peu la Belgique en un territoire, on pourrait presque dire, de croisade, puisque en réalité, au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate et que la Belgique, très rapidement, après quelques jours, capitule, le gouvernement est parti à Londres, mais le roi Léopold III est resté en Belgique et il décide de capituler contre l'avis du gouvernement et provoque en cela une crise constitutionnelle parce que le roi n'a pas ce pouvoir. Il est censé suivre ce que lui dit le gouvernement et ce que dit le Parlement, qui est l'émanation du peuple belge. Il est le roi des Belges, il n'est pas le roi de Belgique, c'est qui est une nuance en Belgique. Il n'y a pas de roi de Belgique, ça n'existe pas, il n'y a qu'un roi des Belges. Et dès lors, il va vivre la guerre dans cette inconstitutionnalité, il va partir en exil, il va être emmené en exil pendant la guerre, et c'est après la guerre, il ne va pas revenir tout de suite en Belgique à cause de ce manque de popularité. Il va seulement avoir, c'est son frère qui va avoir la régence, et il va vouloir revenir aux environs de 1950. Il va y avoir beaucoup de discussions à ce moment-là, ce qu'on a appelé la question royale. Parce que ce qui va en fait scinder la société belge en deux, un peu comme une affaire Dreyfus de cette époque, c'est que les milieux cléricaux vont être favorables au retour du roi, favorables à l'ordre, favorables à l'autorité, favorables parce qu'ils représentent la région, voilà. Et puis les milieux progressistes, de gauche, les milieux ouvriers vont être contre. Et comme la Belgique est un pays où l'industrie est massivement située dans le sud du pays, il y en avait aussi dans le nord, d'ailleurs à Anvers les dockers n'étaient pas pour le retour du roi, mais les bastions plus catholiques, eux, l'étaient. Ça a divisé le pays comme ça entre deux espaces, on pourrait dire, entre les Wallons au moment du référendum ont voté massivement contre le retour du roi, les Flamands ont voté massivement pour le retour du roi, malgré des résultats. Les Flamands étant plus nombreux, son retour était programmé. Et des manifestations monstrueuses ont éclaté en Wallonie, de sorte que ça a fini par des morts. Et ce sont ces morts qui ont poussé Léopold III à abdiquer en faveur du roi Baudouin, que peut-être beaucoup connaissent parce que c'était un roi qui est resté très longtemps en Belgique au pouvoir et sur le trône. Et donc il abdique, et les noms de ces personnes sont mentionnés dans le roman, dans une note de bas de page, comme une sorte de stèle, au milieu de cet univers un peu halluciné. Ce moment de la mort à Grasse-Logne de ces manifestants tués par la police résonne au milieu de ce roman comme un moment vraiment de sérieux absolu. On ne rit plus à ce moment-là, des gens sont morts et on donne leur nom. Et voilà, donc ça amène à cela. Mais lui, il va jouer autour de cet épisode-là. En dehors de ce moment que je dis de grand sérieux, ça devient, vu qu'en Belgique il y a des écoles catholiques et des écoles non catholiques, et que ici ils sont dans un pensionnat, ils sont enrôlés par les prêtres pour aller manifester, évidemment, et eux doivent brandir des panneaux, soi-disant, pour le retour du roi. Donc leur panneau se résume à un oui, en face de ceux qui viennent des milieux socialistes qui brandissent des panneaux non.
Et donc, alors il y a des panneaux aussi qui disent oui ou non, non, oui, etc. Donc il y a tout un jeu qui devient complètement absurde, des surréalistes autour des oui et des non, des élèves qui sont poursuivis au milieu de ces manifestations à Liège. Une très belle bataille estudiantine, on se croirait chez Rabelais ou chez Thierry Lhermitte, clairement. Voilà. On est en grande bataille estudiantine. Et évidemment, on envoie, voilà, et qu'on envoie tous ces jeunes ouailles d'institutions catholiques au milieu de Liège, qui est représenté comme une sorte de nouvelle Sodome, remplie de socialistes et d'ouvriers qui sont tous contre le retour du roi. Et donc évidemment, ça donne un aspect encore un peu épique. Hein. On parle du retour du roi comme un roi chevalier, de catholique, contre des villes de péché. Enfin, c'est... Voilà. Et puis parce qu'en plus, toute l'empreinte rurale que l'on a au départ avec l'Argile, etc., quand on démarre le roman, on a l'impression d'être au 19e siècle. Oui. Et même on te dirait que tu es au Moyen-Âge, tu serais pas loin de le croire. Ah oui, non, voilà. Donc tout est désancré. Les patates et les betteraves, c'est quand même historiquement situé. Ça marche pas pour le Moyen-Âge. Oui, c'est vrai. Oui, les patates au Moyen-Âge, c'est vrai que ça... Mais tu vois... Oui, on a quelque chose, en tout cas, de très désancré et fantasmé. Ça, oui. Hein. Oui, tout à fait. Ça devient légendaire en fait. Ouais. On quitte l'histoire pour toucher, confiner à la légende. Le moment où on retrouve l'histoire, c'est justement aussi avec cette note de bas de page qui vient nous rappeler que là, il y a des morts et ce dont on parle a eu lieu en fait, et qu'il y en a des traces. Mais c'est un peu comme si finalement, c'était pas exactement quelqu'un de délirant qui écrivait, mais on a quand même l'impression que tout est raconté au milieu de vapeurs d'opium, quoi. Oui, voilà. Sans qu'il y ait aucune indication d'une situation d'énonciation de ce genre. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, ou comme si on était soi-même en train de fumer de l'opium et de le vivre depuis l'opium. Enfin, c'est fantasmatique. Oui, tout à fait. C'est assez étrange. J'ai retrouvé les plumes du coq, si je peux dire, oui. En deux lieux. C'est-à-dire l'arrivée du coq, où là, le moment n'est pas très beau, mais où arrive la simulation... à Marien, et après le moment de plus grande exploration de Marien. Je sais pas, on peut mettre les deux passages comme ça. Je commence et je te fais poursuivre. Ça va. Comme ça, tu fais une petite pause. Ça va. C'est important le confort. Alors là, c'est un moment qui est quand même... Mince, où est-ce que c'était ? Ouais, c'était là. Alors, donc il taille les ailes des poules. Je ne nous ai pas bien cadré. Mais bon, c'est pas une façon de dire que je peux pas t'encadrer, c'est l'inverse. Le coq, privé de sa parure, je vais commencer là, je suis page 18 et 19. Humilié, court dans tous les sens, battant ce qui lui reste d'elle, se précipitant contre la clôture. Il n'arrive pas à se fracasser la tête qu'il plonge dans les ajours du treillis. L'animal se démène comme si on l'avait émasculé. Toujours la virilité. C'est tout juste s'il se déchire la crête sur un bout de fil de fer. C'est violent hein, quand même comme passage. Le sang lui coule sur les barbillons, rougit son camail. La bête semble aveugle, se roule sur le sol, elle se met à creuser frénétiquement la terre, gloussant, secouant les gouttes de sang dans la poussière alentour. L'humiliation d'autres coqs ne change rien à sa honte. Il ne trouve d'apaisement qu'une fois sa disgrâce enfouie dans son trou. Les rognures s'amoncellent autour de nous. Je fais aucune liaison, c'est une horreur. Mon camarade de travail s'est emparé d'une poule aussi noire que ses cheveux. Il lui déploie une des ailes. Je tranche dans les plumes comme dans un tissu de satin, les conserve dans ma main, prends à les caresser un plaisir si visible qu'il en a l'air gêné. « Elles sont belles, n'est-ce pas ?» lui dis-je, comme pour m'excuser. Mes paroles ne font qu'aggraver le malaise. Mon compagnon rougit, lâche la poule qui s'enfuit, une des ailes intactes, et me plante là, se récriant les larmes aux yeux. « Ce n'est pas vrai, je n'ai pas des cheveux de poule !» Et c'est là où il reprend les cheveux. Oui. Tu vois, c'était là et est-ce que c'est là où il met la main dans... je crois qu'à la fin, déjà la page précédente, il dit tes cheveux, tu connais, tes cheveux on dirait ceux de Saint-Victor. Je me suis trompée de passage encore. Et oui, non, c'était pas lui, tu vois. Mais c'est un truc qui revient tout le temps, ça. Ah, je lise des boucles dans un paradis que je ne connais plus, c'était ça. Il voudrait changer. Et en fait, mes doigts coulent entre des boucles pareilles. Voilà, c'était ça. C'est toute cette scène où il me caresse les cheveux. Qui est très très belle. Oui. Allez. Ça donne quand même une image. Alors quand même, sur la honte du coq, elle est quand même très étonnante. Donc évidemment, on voit bien que le coq est un symbole de virilité avec ce passage sur l'émasculation. Alors, est-ce que c'est le moment de rappeler qu'anatomiquement, les coqs n'ont pas de pénis, mais un cloaque ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est peut-être le moment. Voilà. En tout cas, c'est pas la leçon d'anatomie pure.
Et ce qui est quand même très très beau, c'est cette espèce d'inversion, de fusion ou de syncrétisme des signes, où le coq ressent une honte qui est plutôt un sentiment anthropomorphe qu'animal, et qui va avec aussi cette idée qui est complètement chimérique d'avoir des cheveux de coq, et où on voit bien l'érotisme du fait de caresser les plumes de la poule qui passerait sur les cheveux de Victor, et donc la comparaison devient en fait une espèce de réalité, et qui fait une gorgone, tu vois, enfin une méduse ahurissante avec ses ailes de coq. Pour le coup, tu il y a ce rapport à la vision d'hypnose comme ça, oui, c'est ça. Et c'est fou parce qu'en fait, là où on va dire que c'est quand même un roman qui est hallucinant, c'est pas la description qui est hallucinante, c'est quand même que les personnages sont quand même en train d'halluciner un peu tout le temps, quoi. Oui, tout à fait. Ils vivent quand même, ils vivent un peu ailleurs, quoi. Oui. Et donc, effectivement, ici, il y a un étranger qui le... je vais mettre... La tête de l'inconnu descend le long de mon bras, posée sur la couverture. Mon front s'arrête sur le dos de ma main. Mon sang, mes humeurs convergent vers l'extrémité du membre. Les tremblements de mon corps, ma fièvre, ma sueur s'y ramassent, soumettant mes doigts, mon poignet à l'agonie. Le visiteur prononce d'autres mots, mais la laine de la couverture assourdit sa voix. Il soulève légèrement la tête. Mes cheveux, est-ce que j'ai des cheveux de poule ? Oh non. Je me trahis, je me suis découvert comme un voleur. Le chasseur d'oiseaux de basse-cour me saisit la main, l'applique de force sur sa tête, telle une brosse, et se met à frotter. Arrache-les, mes plumes, arrache-les. Mes doigts coulent entre des boucles pareilles à des poissons, entre des touffes d'algues noires, les plus noires entre toutes les plantes qui croissent dans les fleuves, au fond de la nuit des océans, dans les aquariums. Victor a les cheveux doux, comme des fils de soie, on dirait des cheveux d'ange. Pourtant, il est peut-être un fils de païen. Victor a des cheveux de travailleur agricole, mais je ne sais comment m'y prendre pour le lui dire. Tu as des cheveux différents. Des plumes de poule, arrache-les. Victor lâche ma main. Elle joue, flâne entre ses mèches, vagabonde sur les ondulations. Ma main s'abandonne, se laisse porter. Je lisse des boucles dans un paradis que je ne connais pas. Victor ne bouge plus, il s'est installé à genoux au pied de mon lit. Il n'aime pas ses cheveux, il voudrait changer. Voilà, alors effectivement... C'est tellement triste en même temps. Ce rapport aux cheveux et tout ça, tout ce transport de l'érotisme du corps vers des cheveux, bon, ça c'est assez classique, mais c'est l'idée aussi qu'ici on parle... C'est quand même quelque chose de représenter aussi des cheveux d'hommes. Oui, c'est ça, c'est pas la chevelure de Baudelaire, voilà, c'est des hommes qui se caressent les cheveux, des garçons en l'occurrence, et puis ce rapport aussi de nouveau aux plumes qu'on retrouve un peu partout ici, qui sont dans les cheveux, donc l'animalisation, ce rejet aussi de soi, ce rejet de cette virilité potentiellement, toutes les images fantasmatiques dont on parlait se retrouvent. Et en même temps, le racisme intériorisé. Oui, tout à fait. Et qui reprend ce que tu disais sur la croisade, c'est un fils de païen. Voilà, un fils de païen, le rapport à la religion, etc. Ce qui est intéressant aussi, on l'a sans doute entendu aussi à la lecture du début, mon sang, mes humeurs convergent vers l'extrémité du membre. Si on sort cette je l'ai entendu, voilà, cette phrase, on a l'impression d'un moment d'érection, alors que c'est pas cette partie-là du membre qu'on évoque. Et donc, Conrad de Trey joue toujours avec les termes qui peuvent servir l'érotisme et qui sont mis dans un autre contexte. Ça place l'ambiance quand même. Voilà, ça place l'ambiance. Il va forcément mettre des mots comme le cortège s'ébranle dans un contexte un peu érotisant, alors, où on dirait aux élèves en secondaire, les gars, arrêtez, c'est branlé, c'est pas branlé. Hein, mais lui, il joue là-dessus en fait. Et donc il va reprendre tous ces termes-là. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, toutes les allusions auxquelles on a envie de rire d'habitude, là on peut décemment en rire parce que c'est fait exprès. Voilà. Et puis c'est pas lourdingue. Non, c'est pas lourdingue non plus. On n'est pas du tout évidemment dans dans de la blague gauloise en permanence. C'est certainement pas gaulois. Voilà. Mais alors, pour le coup, est-ce qu'on peut dire que c'est potache ? Parce que tu vois, on a dit surréaliste, on a dit grotesque, je crois. Halluciné, mais moi je trouve que c'est pas... Alors, et je pense qu'il y a des réminiscences de potache parce que c'est une littérature scolaire. Je vais rappeler, alors Denis Saint-Amand a fait un livre super, je crois que je l'ai parlé d'ailleurs, sur le style potache. Potache, ça viendrait a priori d'un pot des élèves. Alors forcément, là je vais être en train de le chercher, donc on va plus m'entendre, mais il est quelque part dans ma petite bibliothèque là. Potache, c'est globalement en fait le comique des élèves, quoi, le comique scolaire. Il y a potentiellement un certain comique d'élèves, notamment dans le jeu des langages, toute cette leçon de latin qui revient, où il y a des mélanges de flamand, de latin, en référence aussi à la guerre des Gaules, puisque
César a dit au début de la guerre des Gaules, c'est célèbre en Belgique, mais forcément moins ici, que c'est une des toutes premières phrases, je crois que c'est même la première phrase de la guerre des Gaules, c'est « De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves ». Ce qu'on aimait citer au début de l'histoire de Belgique, mais on ne cite pas la suite en disant « Mais c'est parce que ce sont les plus éloignés de la civilisation ». Voilà, et donc il reprend cette phrase qu'on apprenait par cœur en latin dans les écoles, qui va mêler du flamand, qui va mêler avec aussi des traductions de Racine. Donc il y a tout un jeu sur la langue qui devient extrêmement ludique, sur aussi la diversité de l'enseignement qui est en Belgique, la présence dans les écoles catholiques du latin, le rapport au dialecte qui reste là, que ce soit flamand ou wallon, et puis cette prépondérance de la culture française malgré tout, avec les références classiques que sont Racine, etc. Et il va tout mélanger, créer une sorte de langue un peu absurde comme ça, qui devient un peu potachique pour le goût, et très rabelaisienne. Il y a cet épisode, je ne sais plus où, mais voilà. Et puis avec ce moment très très bizarre de l'échappée du collège. Oui. Plutôt final. Oui. Et de la fugue. Et oui, et de la fugue, hein, oui, là tout à fait. Oui, ça aussi, ça fait partie de. C'est un roman aussi sur l'école, évidemment. Hein, donc ça, c'est aussi en ça que c'est un roman un peu potachique, oui, certainement. Oui, et voilà, en même temps, je le sens pas comme un roman qui serait... Oui, voilà, par exemple, ici, page 50, 51, excuse-moi, mais j'avais mis ça en début de postface, parce que « Aurum omnium sunt belgae » et le superlatif, hein, « Où ça, monsieur? Dans le fond de ta culotte, me souffle rien ». Donc on a des jeux comme ça sur le superlatif, alors ça, là, c'est un peu plus lourdingue, parce que ça devient justement potachique, donc, mais on a des passages dans le roman qui jouent ainsi sur le langage et qui deviennent proprement potachiques, effectivement. Et j'ai quand même une sensation en le lisant de... Alors je sais pas si on peut opposer potache et littérature, mais j'ai quand même l'impression que même si c'est un roman qui démarre dans l'argile et la terre la plus boueuse, on a quand même des sensations d'élévation régulière, quoi. Oui, tout à fait. Il y a cette reprise finalement de ce que probablement Conrad de Trait tire de sa perception, sa définition un peu intuitive d'un baroque sud-américain. Il y a toujours cette présence du mystique à travers la matérialité, ce mysticisme qu'on va retrouver dans beaucoup de ses romans et qui pour moi fait partie vraiment de l'univers. Hein, ce rapport. La sensualité ne va pas sans cette élévation permanente vers quelque chose d'autre et ce mysticisme-là. Qu'on retrouve dans d'autres romans, parfois sous d'autres formes. Le Dragueur de Dieu, qui est beaucoup plus lu à Paris, je crois. Après mon époux... Voilà, mais qui là va parcourir en fait le Paris interlope des années 70. C'est le parcours d'épissotière de quelqu'un qui a quitté... Alors il reprend toujours un peu les mêmes personnages, il recompose mais crée d'autres univers, où là c'est un séminariste qui a perdu son ami, il était dans un séminaire en Belgique et l'autre est parti vers la grande ville, il s'est perdu, il faut aller le retrouver pour le ramener, et en fait en essayant de le retrouver, il va tomber dans des barguets, il va tomber dans des pissotières et aller demander où est son ami, et puis finalement ce prêtre va finir par aussi, enfin ce séminariste va finir par tomber dans un nouveau milieu avec des écrivains, etc., des milieux un peu marginaux, et qui vont toujours du coup, ils vont dans un bar qui s'appelle l'Ange Vert, enfin il y a tout un rapport toujours entre ce mysticisme et puis la crudité de ce qui était aussi les rapports nocturnes, la drague dans les parcs, parce que bon, ils vont parler des jardins de Notre-Dame ou des Tuileries. On a une géographie à la fois mystique et profondément érotique, des lieux de rencontre gays. Oui. Ça, ce sont des choses qui se sont quand même vraiment estompées avec les années SIDA. Oui, tout à fait. Et qui sont maintenant chassées. On n'a plus qu'une seule Vespasienne, par exemple, dans Paris. Les Vespasiennes étaient des lieux de rencontre gays. Enfin, oui, qu'on appelait les tasses, hein, d'ailleurs. Hein, oui, voilà. Donc on retrouve un peu cet univers, mais alors il va, dans tous ses romans, toujours chercher à mêler comme ça ces dimensions. Ici, c'est l'école avec la sensualité. Dans le précédent, dans le suivant, L'herbe à brûler, celui pour lequel il y a eu le Renaudot, on va retrouver beaucoup plus la prégnance du politique, qui est moins présente ici. On la retrouve avec la question royale, mais là, on est beaucoup plus au Brésil, donc on va parler mouvement. Mais il y aura toujours ce mysticisme aussi, puisque c'est le départ du religieux et de l'homosexualité. Bref, ça se compose toujours. Et puis parce que le mysticisme est vraiment
toujours présent aussi comme une sensualité, en fait. Oui. Et donc, dans la sensualité, il y a le mysticisme, en fait, il y a une espèce de fusion complète des mais deux. c'est la définition même du premier mysticisme du XIVe siècle. C'est l'idée de Sainte-Thérèse d'Avila, et qu'il cite parfois, ou Saint-Jean de la Croix, c'est cette redécouverte, en tout cas, de la grandeur de Dieu par la perfection matérielle. Et en oubliant tout le passage Renan et consort sur qui ramène tout ce mysticisme-là à l'hystérie, quoi. Oui, voilà. Ça, il n'y a pas. Oui, non, ça, y a pas. Mais pour lui, c'est quelque chose qui est probablement aussi... il surfe là-dessus parce que il a vu aussi les succès du boom sud-américain. Hein. Ce sont les années où on découvre que, oh tiens, il y a un continent en dessous des États-Unis et qu'on y écrit beaucoup et qu'il y a une littérature. Et cette littérature veut se faire connaître. Elle veut se faire connaître et faire connaître ces régions aussi. Donc c'est ce régionalisme-là qu'on retrouve ici. Il n'est pas uniquement parce que Conrad de Train a envie de parler à la Belgique. Je veux dire, les romans de Garcia Marquez ont été les premiers aussi à mettre la Colombie sur une carte littéraire. Et donc, il y a l'idée qu'il va faire le même, en fait. Et donc, retrouver cette sensualité très fréquente, ce trouble des genres, des catégories, des hiérarchies qu'on retrouve dans les romans sud-américains, c'est quelque chose qu'il essaie de transposer, en fait, en version belge. C'est pas du régionalisme, c'est tout l'inverse. C'est par le monde entier, même dans ce pensionnat, enfin, au fond de la Belgique. Exactement, c'est une sorte aussi de solidarité des localismes, hein, si on veut. Hein, voilà, et de trouver, et c'est pour ça que c'est un peu fantasmé. C'est que d'une certaine façon, ça pourrait être n'importe où d'ailleurs. La 4e de couverture de Ludo, le premier roman, dont j'ai dit qu'il se passe aussi dans un village, se disant belge, etc., a été probablement écrite par Conrad de Trey, ses 4e de couverture. Et il est mis à une phrase, je crois, il dit « On ne sait pas trop si ça se passe dans un village belge de la Seconde Guerre mondiale ou alors en pleine guerre du Vietnam. » Parce qu'on est dans ces années-là, etc. Et donc il y a quelque chose là aussi qui vise à dire, en fait, est-ce vraiment important de le localiser ? C'est peut-être important de se souvenir qu'on parle d'un endroit, mais que cet endroit peut aussi être permuté. Et oui. Voilà. Ça fait une super belle conclusion. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu évoquer qu'on a oubliées ? Non, vraiment, je pense que c'est assez important. Je trouve qu'on a pu aussi mettre en évidence à quel point c'est ludique de lire Conrad de Trey. Alors parfois, effectivement, il y a des choses qu'on ne comprend pas bien, mais j'ai toujours... c'est vrai que la postface que j'ai faite m'a demandé beaucoup d'efforts parce que je me suis dit, je vais vraiment essayer de travailler dans l'idée de donner des clés de lecture pour rendre cette lecture ludique, la prolonger et la rendre la plus ludique possible et de se dire que tiens, si on l'a lu et qu'on n'a pas tout vu, peut-être qu'après on va se dire ah ouais, je comprends, et essayer de jouer sur cette carte-là en pensant aussi au lecteur français parce que j'ai essayé de l'écrire en essayant d'être pas uniquement en me disant le belge connaît ça, donc non, j'ai essayé d'expliquer les choses aussi pour que ça passe pour tout le monde. Même les Belges oublient. Enfin, exactement, bah oui, la question royale, il faut pas rêver. Hein. J'en parle comme si tout le monde connaissait ça là-bas, mais non. Je me rassure un peu parce que moi, j'ai débarqué complètement. Voilà. Donc j'ai fait faire. Alors j'ai pu voir qu'on va y acheter sur Wikipédia leur question royale. Ah ouais. Mais c'est super. Mais en tout cas, ça. Enfin, là, on n'est pas sur la lecture en mode civilisation, vous allez apprendre des choses. C'est vraiment beau, quoi. Ouais. Ben, moi, ça a été une de mes lectures choc, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé ce roman. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir permis d'en parler. Merci à toi de me la faire lire, de nous en parler, d'inviter tout le monde à le lire aussi. Ah ben super. Chouette. J'adore. Et je vous dis à bientôt.